pourquoi certaines personnes pensent que l'orientation sexuelle est un choix? Eh bien, aujourd'hui, on pourrait bien changer votre vision du sujet. Bienvenue dans Le Grain, le podcast qui fait germer de nouvelles perspectives. Ici, on déconstruit des idées reçues, on bouscule les certitudes et surtout, on met la science au service d'une meilleure compréhension du monde. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui divise encore, l'orientation sexuelle. Donc, est-ce qu'on peut vraiment expliquer scientifiquement l'attirance ou pourquoi certains clichés, ils persistent alors qu'il y a tout plein d'avancées? Puis, comment faire le tri dans tout ce qu'on croit savoir et ce que disent réellement les études? Oui, parce qu'on vit dans un monde où les réseaux sociaux regorgent de fausses informations, où la nuance, elle disparaît et où les débats, ils se transforment en guerre de clans. Donc, il est plutôt urgent de remettre les faits au centre de la discussion. Entre désinformation, simplification extrême, polarisation, on va démonter les clichés avec des faits, des études scientifiques et surtout une bonne dose de réflexion critique. Donc, toutes les sources qu'on va avoir utilisées pour faire le podcast, ça va tout être en description. Donc, vous êtes libre d'aller faire un tour si vous voulez encore plus vous informer, forger votre propre idée. C'est vraiment libre à vous. Prenez tout ce qu'on va dire ici comme un point de départ et vous, de votre côté, n'hésitez pas à aller plus loin. C'est intéressant de parler de l'orientation sexuelle alors qu'on a l'impression que c'est un sujet qui est vu, revu et toujours en boucle. Ouais, on a l'impression que c'est ça depuis vraiment plusieurs années. Ouais. Mais malheureusement, l'intolérance, elle disparaît pas. Elle évolue. C'est des choses qu'on peut voir au Québec. Oui, donc par exemple, chez les jeunes, entre 2017 et 2024, le malaise face à l'orientation sexuelle d'un ami gay est passé de 25 à 40 Puis pour une amie lesbienne, c'est passé de 15 à 34 Donc, ça a doublé. Puis cette montée d'intolérance-là, ça s'accompagne aussi de violences puis de discours haineux qui sont vraiment banalisés dans les écoles. Ouais, puis malheureusement, c'est pas un phénomène qui se limite seulement au Québec. En France, on voit aussi ça. Et d'ailleurs, il y a un article de Ouest France qui sera en description qui l'explique très bien. Qui explique très bien pourquoi les actes homophobes, ils cessent d'augmenter malgré une société qui se veut beaucoup plus tolérante. Mais voilà, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'en parler encore et encore, c'est refuser la normalisation de cette régression. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Donc, avant de passer à nos idées reçues, on va essayer d'un peu clarifier les choses, clarifier les termes qu'on va employer durant le podcast. Donc, l'orientation sexuelle, ça désigne l'attirance physique ou émotionnelle pour des personnes selon leur sexe, leur identité de genre ou leur expression de genre. Oui. Et c'est essentiel aussi de comprendre qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas que 5 orientations sexuelles, mais qu'il y en a autant qu'il y a d'individus. Et d'ailleurs, on va pouvoir citer les plus courantes. Donc, par exemple, la sexualité, ça, c'est l'orientation sexuelle d'une personne qui ressent très peu ou pas d'attirance sexuelle. La sexualité, on peut voir ça comme un continuum. C'est un terme qui est utilisé pour décrire un éventail d'attitudes, de comportements ou d'expériences. Donc, la plupart des personnes asexuelles sont peu intéressées par le fait d'avoir des relations sexuelles, mais elles peuvent ressentir une attirance émotionnelle pour une autre personne. Ouais, il va aussi y avoir la bisexualité. Donc là, c'est une attirance affective et ou sexuelle pour les personnes du même sexe ou du sexe opposé. Il y a aussi l'hétérosexualité. Là, c'est un peu la plus courante, la classique. Attirance affective et ou sexuelle pour des personnes du sexe opposé. Ouais. On a l'homosexualité, donc l'attirance affective et ou sexuelle pour des personnes de même sexe. Et on a aussi la pansexualité. Ça désigne une personne qui aime un individu sans considérer son genre ou son sexe. C'est vraiment la personnalité de la personne qui compte. Ouais. Donc, c'est important aussi de noter que l'orientation sexuelle, comme toute chose qu'on parle dans notre podcast, c'est vraiment pas quelque chose qui est figé ni limité à des catégories précises. C'est vraiment quelque chose qui peut être fluide et vécu différemment en fonction de la personne. Idée reçue numéro 1, l'homosexualité, c'est un choix. Ouais, super intéressant. Ouais, parce vraiment. que, en vrai, si on se posait vraiment la question de est-ce que c'est un choix ou non, pourquoi les gens ils choisiraient quelque chose qui peut mener au rejet, aux insultes, à la violence, à des discriminations. Ouais. C'est vrai que c'est pas un choix que je ferais en premier, mettons. Moi non plus, je t'avoue. Donc, spoiler alert, en fait, l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. Ouais. Vraiment pas. Vraiment pas. Et d'ailleurs, il y a certains chercheurs qui disent que l'orientation sexuelle, elle pourrait être innée, et il y en a d'autres qui pensent qu'elle est acquise. Il y a eu une étude en 2019 qui a analysé l'ADN de 493 000 participants dans différents pays.
Et eux, ils pensent qu'il y a une influence génétique, mais qu'il n'y a pas de gène de l'homosexualité qui est unique. Et toutes les variations génétiques qu'ils ont testées, ça représenterait entre 8% et 25% de toute la diversité des comportements sexuels. En clair, ça veut dire que la biologie, elle joue un rôle, mais que l'orientation sexuelle, c'est pas déterminé par un seul facteur. D'ailleurs, il y a d'autres recherches qui suggèrent qu'elle se forme plutôt très tôt, sous l'influence de plusieurs éléments comme génétique, biologique, hormonaux, mais qu'il y a aussi les désirs et les fantasmes et l'attirance physique et affective qui rentreraient en compte. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que l'orientation sexuelle, c'est pas un choix. C'est vraiment une variation qui est naturelle. Puis c'est vraiment dans notre profonde identité personnelle. C'est vraiment pas un choix. Ouais. Puis d'ailleurs, le fait que les gens pensent que c'est un choix, c'est un mythe qui a vraiment eu des conséquences qui sont hyper graves pendant des siècles. Parce qu'on a voulu justement corriger l'homosexualité. Donc dis-toi jusqu'en 1973, l'association de psychiatrie américaine, il l'a considéré comme un trouble mental. Et jusqu'en 1992, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, il l'a classé dans sa liste des maladies. Mais ça, c'est vraiment fou parce que j'ai l'impression que c'est à 1000 années-lumière de nous, mais vraiment pas. 1992, c'est pas il y a 50 ans. Là, mais non, et le pire du pire, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a encore des thérapies de conversion qui existent, mais elle se revendique plus comme groupe de parole, séminaire, confession forcée. Et c'est souvent dans un cadre religieux. Et elle prétend corriger la sexualité pour amener les personnes LGBTQ+, vers l'hétérosexualité. Mais bon, après, derrière ces pratiques, il n'y a pas vraiment de science, il n'y a pas de bienveillance, il y a seulement de la manipulation, de la culpabilisation, et des traumatismes, malheureusement, qui resteront sûrement à vie, quoi. Ouais, c'est hyper triste, vraiment. Parce que, en gros, quand on fait des recherches sur l'orientation sexuelle, on découvre que c'est vraiment quelque chose qui peut évoluer selon les périodes de la vie, puis selon les personnes qu'on rencontre aussi. Comme par exemple, la préférence que moi, j'exprime, par exemple, à l'âge de 16 ans, c'est pas nécessairement la même que j'aurai quand je vais avoir 60 ans. Donc, c'est ça. L'orientation sexuelle, ça peut se modifier. Comme, par exemple, aujourd'hui, j'aime les carottes et dans 20 ans, j'aimerais plus les carottes, tu sais. Donc, c'est vraiment un exemple un peu diminutif. Mais c'est que comme mes préférences peuvent changer, mon orientation sexuelle aussi, elle peut changer. Puis, en tout cas, ce qu'il faut qu'on essaie de se dire, c'est comme dans le précédent podcast, qu'est-ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas vraiment de normes ni de règles en termes d'orientation sexuelle. Ça, c'est vraiment important à essayer de comprendre et à respecter, surtout. En fait, il n'y a pas de culpabilité à avoir en ce qui concerne notre orientation sexuelle. Puis c'est ça, il faut avancer à notre rythme, il faut respecter nos envies, qu'est-ce qu'on ressent profondément. C'est ça qui est vraiment important. C'est ça. C'est des beaux mots. Oui. Puis en gros, la communauté LGBT, ils ont les mêmes droits, ils méritent le même respect que les personnes hétérosexuelles. Puis c'est vraiment pas un choix, c'est une composante fondamentale de l'identité. Puis comme tu le disais, si c'était un choix, je suis pas sûre que les personnes choisiraient de se sentir diminuées, discriminées, harcelées, victimes de violences. Idée reçue numéro 2, l'hétérosexualité est la norme et tout le reste est une exception. Super idée reçue, je pense que c'est ma préférée. Donc, on peut essayer de s'imaginer que, par exemple, on a 5 ans, on est à l'école, puis à l'école, il y a quelqu'un qui nous demande si on a un amoureux ou une amoureuse. Puis automatiquement, on sous-entend que, par exemple, moi, si je suis un petit garçon, j'ai une amoureuse, ou si je suis une petite fille, j'ai un amoureux. Classique. Classique, ouais. Puis il y a personne qui nous demande juste, par exemple, est-ce que quelqu'un te plaît? Puis on grandit dans les films, dans les chansons, dans les publicités, ça renvoie tout le même message, qu'en gros, l'amour, c'est entre une femme et un homme. Mais en fait, nous, on se demande, pourquoi? D'où est-ce que ça vient, cette idée que l'hétérosexualité, c'est la norme? Ouais. Mais en fait, l'idée que tout le monde est naturellement hétéro et que c'est un idéal à suivre, ça s'appelle l'hétéronormativité. Et ça peut poser problème parce que ça invisibilise toutes les autres orientations et ça favorise les personnes hétérosexuelles au détriment des autres, des minorités. Mais ça, c'est vraiment fou, je trouve, ce concept-là, l'hétéronormativité. Genre qu'avant qu'on ait des cours sur l'orientation sexuelle, moi, j'avais jamais entendu
ce terme-là, Ouais. mais je savais ce que ça voulait dire, mais j'avais jamais mis un mot sur vraiment ce que je ressentais, par exemple. L'hétéronormativité, dans la vraie vie, bah, ça donne quoi? Ça donne par exemple que dans la loi, faut savoir qu'en France, le mariage pour tous ça a été adopté qu'en 2013. Ouais. Qu'en 2022, dans 69 pays, l'homosexualité c'est toujours criminalisé. Et en 2023, encore pire, si vous vivez dans l'un des 12 pays du monde, comme l'Arabie Saoudite, le Pakistan ou encore la Somalie, ben, aimer quelqu'un, ça pourrait juste vous coûter la vie parce que c'est passible de la peine de mort. C'est hyper triste. Ouais. Puis on peut voir d'autres exemples, par exemple, de l'hétéronormativité dans la vie quotidienne. Un couple qui est hétérosexuel, ben, il n'y aura pas besoin de se justifier en public, alors qu'un couple homosexuel doit faire un choix. Donc, soit par exemple, être ouvert, en parler ouvertement ou cacher son orientation sexuelle pour éviter des réactions qui peuvent être négatives, malheureusement. Ouais. Ça peut être, par exemple, est-ce que... En vrai, c'est des questions que quand tu n'y es pas confronté, tu te demandes jamais. Mais par exemple, est-ce que je tiens la main ou pas à ma partenaire en public? En vrai, ça peut générer du stress pour certaines personnes, dépendamment de l'endroit où tu es. Alors que un couple hétérosexuel, il ne va pas vraiment se poser la question. Ils vont se tenir la main, puis c'est fini. C'est comme un classique, quoi, pour eux. Ouais. Et au travail, par exemple, selon le site Vie publique du gouvernement français en 2022, il y a 51% des agents de la fonction publique et 46% des salariés du privé qui estiment que révéler son homosexualité à son entourage professionnel, ça contribue à les mettre mal à l'aise. Et il y a aussi 20% des personnes LGBT+, qui déclarent s'être senties discriminées dans la recherche d'un emploi, et il y a 39% qui déclarent avoir fait l'objet de commentaires ou d'attitudes négatives au travail. Donc voilà. Ouais, c'est pas super joyeux en vrai. Ben non. Mais par contre, il y a une étude qui montre que dévoiler son orientation sexuelle, ça offre plus de satisfaction au travail pour ces personnes, et que le fait d'avoir un conjoint, ça facilite. Et ça, je suis pas du tout étonnée, parce que t'imagines, je sais pas, on te demande si t'es en couple, toi tu vas pas juste répondre ben non, je suis lesbienne. Oui, non, ça se dit pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, vraiment, non, c'est hyper dur en vrai. Ben oui, tu sais, il y a... Moi je me dis, j'imagine pas un moment où tu cales ça comme ça, je veux dire... Mais il n'y a pas vraiment de bon moment. Puis c'est ça qui est difficile parce qu'en fait, quand tu es dans la communauté LGBTQ+, en gros, tu es obligé de faire un coming out. C'est quelque chose qui est aussi appelé, par exemple, la sortie du placard. C'est le fait d'annoncer son orientation sexuelle ou son genre à d'autres personnes. Ça commence par se l'annoncer à soi-même, puis après vouloir le divulguer à d'autres personnes. Puis ça devient une obligation. Parce que peu importe les gens que tu rencontres, dans le contexte que tu es, si c'est des nouvelles situations, des nouvelles personnes, ben si tu veux vraiment révéler ton identité puis être comme authentique avec les gens avec qui tu es obligé de faire un coming out. Ben ouais, par exemple, si tu vas en soirée, on va forcément te demander si t'as un copain ou une copine, au travail, en famille. Ben c'est ça, puis ça rend un peu... c'est un peu malaisant parce que c'est une obligation, puis je pense qu'il y a un petit sentiment d'injustice parce que devoir justifier tout le temps qui tu es, ben ça peut être lourd. Comme par exemple, moi je me souviens quand je suis arrivée dans mon premier environnement de travail, c'était vraiment trop malaisant parce qu'en gros, on était une petite équipe, on était peut-être moins de 10 personnes à travailler pour cette entreprise-là, puis on mangeait autour d'une table comme ici. Ouais. Genre à l'heure du midi, tout le monde mangeait ensemble, puis là, tu sais, c'est le premier midi, tout le monde pose à tout le monde. Puis toi, un peu connaissance. Puis toi, t'as un copain, une copine, t'es marié, nanana. Puis comme, il est venu le temps de me poser la question à moi. Puis comme, en vrai, ça me stressait tellement de devoir faire le pas puis de dire, j'ai une copine. Puis que là, il y avait comme un petit malaise. Ben oui, parce que la première personne qui réagit, elle se sent obligée de dire quelque chose de positif parce que sinon, c'est encore plus malaisant. C'est tellement gênant. Puis tu sais, en plus, il suffit que, je sais pas, ta boss, elle soit un peu homophobe. Ça change une carrière. Hein. Ben non, mais vraiment, puis c'est ça qui... Je pense que pour certaines personnes, tu y penses 1000 fois avant de le faire, ton coming out au travail, parce que tu veux pas être discriminé, tu veux pas que les gens ils te perçoivent différemment. Ouais. Tu veux que les gens, t'es en train de te faire des amis, puis il faudrait que tu justifies ton orientation sexuelle, c'est tough, ça peut être difficile. Ouais. Ben, dans mon cas, moi, heureusement que comme mon lieu de travail était vraiment ouvert d'esprit et tout, j'en avais déjà parlé, par exemple, à une collègue que j'aimais full, puis qu'on était comme vraiment proches.
Ouais. Mais le faire à tout le monde, ça peut être vraiment stressant. Et c'est sûr que c'est plus facile au départ de le faire avec des personnes en qui tu as confiance, Ouais. avec qui il y a un petit peu de patience, de bienveillance. Mais oui, c'est sûr que le dévoiler aux autres, c'est quand même dur. Hein. Mm. C'est vraiment ça. dur. Et quand on vit dans une société qui prône l'hétéronormativité, ça a un impact. Par exemple, chez les jeunes, il y en a qui passent par des phases de déni. Ils vont même jusqu'à avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec des personnes du genre opposé. Et ça en vue de cacher justement leur véritable orientation sexuelle, ou encore pour se convaincre qu'eux-mêmes sont hétérosexuels. Ouais, en gros, oui, ils veulent pas décevoir leurs proches, ils veulent pas que leurs proches les renient ou qu'ils ils pensent qu'ils sont différemment ou qu'ils les prennent pas au sérieux. Il faut savoir que c'est pas tous les jeunes qui ont des difficultés à ce niveau-là dans l'acceptation de leur orientation sexuelle, mais ça peut être une réalité. Donc, en gros, quand on se définit pas comme hétérosexuel, on va pas correspondre à l'image que les autres y attendent de nous. Ça, je trouve que ça parle beaucoup. Puis c'est vraiment ça, l'hétéronormativité, c'est exactement ça. Ouais, en fait, tous ces exemples, ça montre que c'est présent partout, puis que ça contribue à entretenir des stéréotypes sur le genre et sur la sexualité, et qu'en plus, ça alimente encore des discriminations, des violences envers la communauté LGBTQ+. Ouais, puis ça, l'hétéronormativité, c'est la source principale de violence et de discrimination envers la communauté. Idée reçue numéro 3. Les homosexuels sont souvent repérables. Ça, c'est un gros mythe et je pense qu'il y a vraiment plein de personnes qui y pensent. Ouais. Mais en fait, on ne peut pas savoir l'orientation sexuelle de quelqu'un juste en le regardant, en regardant sa manière de parler ou juste en regardant ce qu'il porte. Ouais. Et croire à ça, c'est juste tomber dans le piège des stéréotypes sexuels et de genre. Ouais, en fait, ces stéréotypes-là, c'est des idées simplifiées et généralisées. Puis ça nous pousse à attribuer des comportements ou des caractéristiques physiques et spécifiques à une personne en fonction de son sexe ou de son identité de genre. Par exemple, on a tous en tête des hyper gros clichés, un homme gay, c'est quelqu'un qui est efféminé. Ouais. Ou une lesbienne, elle doit forcément s'habiller comme un homme, avoir des cheveux courts. Ouais, voilà, c'est hyper stigmatisant. Puis la vérité, c'est que l'orientation sexuelle, c'est vraiment une affaire personnelle et individuelle. Ça peut pas se voir à l'extérieur, ça peut pas se voir en apparence. Ouais, parce que ça fait partie de l'intimité de chacun. Et c'est pas parce qu'on est perçu d'une certaine manière qu'on correspond à ce que les autres imaginent. Et il n'y a pas de look ou de comportement spécifique à une orientation sexuelle. C'est hyper dur, ça, je pense, de réaliser que c'est un mythe parce que c'est hyper présent encore, ce genre d'idée. Ouais. Genre, même moi, je pense que c'est une idée que je dois déconstruire petit à petit dans mon esprit parce que j'ai toujours idéalisé, par exemple, je sais pas, moi, quand j'étais petite, c'est hyper stéréotypé. Mon rêve, c'est d'avoir un ami gay, tu sais. Mais comme, ça vient de quoi, cette idée-là? Est-ce que c'était sur Disney Channel qu'il y avait des trucs comme ça? Je me rappelle pas ça vient de où, mais tu sais, l'idée que d'avoir un ami gay, ça allait être encore mieux d'avoir une meilleure amie du même sexe que moi. Pas que c'était juste cool, mais que c'était comme, on allait pouvoir partager des trucs féminins parce qu'il était gay. Tu sais, tu comprends? Ouais, je vois. Fait que ça, c'est vraiment une image stéréotypée et complètement erronée parce que ça... Tu sais, moi, je me disais que tous les gays étaient efféminés, puis c'est complètement faux. Ouais. Mais ça, en plus, le problème, c'est qu'on a tous des biais. Puis oui, c'est ça, c'est juste qu'il faut les déconstruire. Et déjà, s'en rendre compte, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà. Puis en plus, la seule façon de connaître l'orientation sexuelle de quelqu'un, c'est soit de la demander ou encore mieux, d'attendre que la personne elle nous en parle directement. Ouais. Mais pour ça, faut se sentir en confiance et qu'il y ait un minimum de bienveillance. Oui, c'est ça. On respecte l'autre personne, puis quand il ou elle est prête de nous en parler, c'est ça le bon moment. Idée reçue numéro 4, la bisexualité, c'est une phase de confusion. C'est hyper intéressant. Et si vous n'y êtes pas du tout confronté, là, si ça ne vous parle pas du tout, petite mise en situation. Vous pouvez imaginer que vous êtes attiré par une personne du même genre, puis que quelques temps plus tard, en fait, c'est une personne du genre opposé qui vous fait un peu kiffer. Donc là, vous en parlez autour de vous et vous entendez, tu vas finir par choisir un camp, c'est juste une phase, tu vas voir, t'es juste indécis. Et en fait, ce genre de commentaire, c'est comme si votre ressenti, il pouvait pas être valide en lui-même. C'est comme si aimer, ça devait forcément être binaire. Et en fait, tout ça, c'est juste un mythe parce que la bisexualité, c'est une orientation sexuelle à part entière.
Oui. Donc, oui, c'est pas une transition vers autre chose. C'est pas une hésitation, vraiment pas. Ça existe. La bisexualité, elle est légitime, puis elle n'a pas besoin d'être justifiée. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que, par exemple, je pense que dans ce genre d'idées reçues-là, les personnes qui disent ce genre de commentaires, il faut que tu fasses un choix, c'est une phase de confusion, ben c'est parce qu'ils ont envie que la personne justifie son orientation sexuelle, tu sais. Bah oui, puis ça invalide aussi une réalité, puis ça invisibilise des personnes qui sont concernées, et puis ça peut leur imposer un cadre qui est pas du tout, qui ne correspond pas du tout, et en plus ça renforce une pression sociale immense, quoi. Ouais, non, c'est vraiment horrible. Toujours faire des choix, quoi, c'est fou, quoi. Ouais. Oui, mais moi, ça me fait penser, d'ailleurs, dans mon équipe de rugby, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait certains couples de filles qui commençaient à émerger. Donc, bon, émerger, c'est vraiment pas le bon mot, là, mais tu sais... On dirait la mondialisation. C'est ça. Il y avait certaines personnes qui se mettaient en couple. Et puis, je me souviens, il y avait une personne en particulier qui commençait à peut-être un petit peu plus apprécier les filles. Puis, ses meilleurs amis ou ses amis vraiment proches, ben, ils lui disaient des trucs genre... c'est juste une mode, c'est juste parce que t'es un peu confuse, faudrait que tu fasses un choix entre les hommes puis les femmes. Puis ça, c'est hyper réducteur, puis je trouve ça vraiment, vraiment violent, tu sais. Ben ouais, vraiment. C'est horrible, ça invalide tellement ce que la personne, elle ressent, puis ça la met dans un genre de conflit interne, tu sais. Est-ce que je dois vraiment faire un choix, tu sais. Ouais. C'est super triste. Et surtout que c'est quand même un cheminement qui leur appartient. Puis ça appartient à personne d'autre de dire ce qu'on devrait ressentir, tu vois. Exact. Puis chacun vit son orientation différemment. Il y a des personnes d'ailleurs qui le découvrent très tôt, puis il y en a d'autres qui le découvrent vraiment plus tard. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que c'est important de respecter l'identité des autres et de reconnaître que leur vécu, il est aussi réel que le nôtre, même si il est différent. Exact, ouais. Idée reçue numéro 5. On peut devenir homosexuel à cause d'une mauvaise expérience hétérosexuelle. Ouais, mais ça, c'est hyper intéressant aussi de poser la question dans l'autre sens. Est-ce que les personnes hétérosexuelles, elles deviennent homosexuelles à cause d'une mauvaise expérience ? Ben non. Puis ça aussi, c'est un mythe. Ouais. Parce que l'orientation sexuelle, c'est une composante qui est fondamentale de l'identité d'une personne. Puis ça va pas changer en fonction d'une bonne ou d'une mauvaise expérience. Et l'homosexualité, ça naît quand même d'un désir qui est profondément ancré dans la personne. Et c'est pas une réaction à un abus ou à une déception sexuelle. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai entendu vraiment plein de fois ce genre de commentaires, tu sais. Ah ouais, mais attends, on dirait ça me fait penser... tu sais, parfois, il y a des mecs qui disent « Non, mais c'est parce que t'as pas essayé avec moi. » Ouais, ou genre, par exemple... ça va peut-être être bipé, mais t'es mal baisé, donc... Ouais. Tu sais, des trucs comme ça, Ouais, mais c'est hyper péjoratif. C'est vraiment... comment on dit ça? Ça minimise vraiment le vécu des gens. Tu sais, c'est pas le genre de commentaires qui sont le bienvenu parce que c'est hyper réducteur, puis c'est vraiment, vraiment pas gentil, dans le fond. Et puis même, tu sais, ça va être de dire des choses comme ça, là. Ouais, non. Franchement. Donc, c'est vraiment un gros mythe. Ah ouais. Et ça, je pense que dans la tête de plusieurs, oui, c'est réel. Idée reçue numéro 6, les individus homophobes sont des homosexuels refoulés. Mythe. Beau mythe, gros mythe. Ouais, gros mythe. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire que, par exemple, les personnes qui sont homophobes, ils cacheraient ou ils refouleraient une homosexualité. Ça peut sembler une corrélation qui fait vraiment du sens, qui est super séduisante. Ouais. Mais en vrai, c'est vraiment, vraiment trop simpliste. Parce qu'en réalité, l'homophobie, c'est vraiment un phénomène qui est beaucoup plus large puis qui est vraiment, vraiment plus complexe que cette idée reçue-là. Ouais, ça se limite pas juste à un malaise ou à un rejet individuel. C'est vraiment du mépris, de la haine, de l'ignorance et surtout des violences envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. Ouais. Ça englobe la gayphobie, donc la forme d'homophobie qui touche les hommes, et la lesbophobie, la forme d'homophobie qui touche les femmes. Je pense que c'est vraiment important de revenir sur le fait que ça repose sur quelque chose qui est réel ou supposé. Ouais. Donc, faut se mettre dans la... Par exemple, on essaie de s'imaginer que si moi, j'ai des actes homophobes envers toi parce que ça part d'une idée où est-ce que je peux supposer ton orientation sexuelle. Donc, ça veut même pas dire... que c'est vraiment ça ton orientation sexuelle, dans le fond. Puis en vrai, des violences sur des suppositions, c'est ça. C'est malade. En vrai, je trouve ça malade. Et en plus, l'homophobie, ça a des conséquences qui sont bel et bien réelles, malheureusement.
Ça peut se traduire par des discriminations dans l'accès à un travail, à un logement, à un service, ou encore des moqueries, de l'humiliation, du harcèlement, de l'agression, des violences, et parfois encore pire, parce que ça peut mener à des meurtres. Ouais. Donc ça, c'est vraiment triste parce que toutes ces conséquences-là, ben, c'est pas par rapport à un choix ou à des actions que les personnes y font, mais c'est vraiment simplement à cause de leur identité, de qui elles sont. Puis en plus, on est légitime de se poser la question, si l'homophobie, ça vient pas forcément d'un refoulement, d'où est-ce que ça vient? Et encore une fois, derrière ce cliché, il y a une réalité qui est beaucoup plus nuancée, parce que la majorité des personnes homophobes, juste elles sont hétérosexuelles. Oui, dans certains cas, il y a des personnes qui peuvent, en déni de leur orientation sexuelle, exprimer leur mal-être par des comportements qui sont violents, soit envers la communauté, soit envers eux-mêmes. Mais encore une fois, c'est pas une règle qui est universelle, c'est des cas qui sont particuliers. Ouais. Il faut pas oublier que lutter contre l'homophobie, c'est surtout de l'éducation, c'est déconstruire des préjugés, et c'est créer un monde où chacun peut exprimer librement qui ils sont sans avoir peur du rejet. Moi, je pense que j'ai déjà eu cette idée reçue parce que, par exemple, dans les films ou peu importe, par exemple, quand on voyait quelqu'un qui intimidait une autre personne, si les deux étaient de même sexe, c'est que finalement, l'intimidateur aimait sa victime ou des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça aussi, le problème, c'est qu'il y a vraiment des films qui banalisent des clichés. Ouais, c'est ça. Puis là, oui, ça banalise vraiment des clichés, puis tu as l'impression que c'est ça la normalité ou la réalité pour tout le monde. En fait, oui, c'est ça. Idée reçue numéro 7. Dans un couple homosexuel, l'un ou l'une fait la femme et l'autre fait l'homme. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un mythe. Et en vrai, ça me saoule trop parce que quand j'étais plus jeune, on me posait toujours la question. Mais genre vraiment, je te jure, c'était systématique. On dirait que c'était une maladie. Ouais. Et non, juste, c'est un mythe. C'est un stéréotype. Et ça repose sur une vision qui est binaire des rôles de genre. Et ça, c'est hérité des couples hétérosexuels. Et pourtant, dans les couples homosexuels, ça fonctionne pas vraiment par ces schémas qui sont prédéfinis. Par exemple, on peut imaginer un couple de deux femmes où l'une, elle adopte un style qui est plutôt féminin et l'autre, un style qui est plutôt masculin. Mais ça signifie pas qu'elles reproduisent les rôles qui sont traditionnellement associés à l'homme ou à la femme, quoi. Ouais. Puis même dans les faits, chaque couple, quelle qu'en soit l'orientation, ils peuvent répartir les tâches et les responsabilités en fonction des préférences et des compétences ou même du mode de vie des partenaires. Ça, je pense que c'est vraiment comme une norme qui est imposée dans les couples, peu importe l'orientation sexuelle. Je pense que c'est pas dans tous les couples, mais tu as l'impression que oui, certaines tâches ou certaines choses doivent être faites par un sexe ou un genre. Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est des constructions qui sont sociales et puis qui en plus, on a de la chance parce que maintenant elles évoluent. Par exemple, avant, les femmes, elles étaient plus perçues comme les seules responsables de l'éducation, du foyer et des tâches ménagères. Mais oui, aujourd'hui, ces responsabilités-là, elles sont de plus en plus partagées par les hommes et par les femmes. Donc, en gros, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On n'est pas dans des cases... oui, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles à respecter. Chacun fait ce comme il souhaite. Je pense que c'est l'idée reçue qui touche le plus à la masculinité. On dirait que c'est un giga tabou. Et l'idée reçue, c'est les hommes qui aiment la pénétration anale sont gays. Ouais, c'est hyper intéressant. Oui, je pense que ça déconstruit un gros tabou parce qu'en vrai, cette idée reçue-là, c'est un mythe. Les pratiques sexuelles, elles se distinguent de l'orientation sexuelle. Puis ça, je pense vraiment que c'est pas tout le monde qui le sait. C'est super intéressant parce que ça peut vraiment diminuer des conflits internes chez certaines personnes. Donc, ça veut dire en gros que si t'aimes les relations anales, t'es pas nécessairement homosexuel. Mais oui. Là, ça fait du sens parce qu'on a fait des recherches et tout, mais c'est vrai que quand t'as pas été conscientisé à ce genre de réflexion, ça peut vraiment être perturbant pour une personne, tu sais. Ouais. Putain, donc, oui, la pénétration anale, c'est pratiqué par les personnes hétérosexuelles pour le plaisir ou comme moyen de contraception. Par exemple, dans certaines communautés où la virginité, ça doit être préservé avant le mariage, il y en a certaines personnes qui peuvent utiliser la pénétration anale comme activité sexuelle. Ouais, ça, par contre, j'étais choc-barre. Ouais, tu savais pas? Mais non. Tu sais, moi, je me suis dit, OK, préservation de la virginité... c'est jusqu'au mariage, point. Genre, il se passe R, quoi. Mais genre, vraiment, rien du tout, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui essaient de
de contourner tu le fais système. comme tu peux, Ouais. tu essaies de faire des trucs, mais tu veux pas, genre, empiéter sur tes croyances, donc tu essaies de contourner un peu... Ouais, on dirait que c'est comme les règles, comme les lois. Tu sais, on dirait que c'est fait pour être contourné, puis on trouve toujours des moyens pour avoir du plaisir, finalement. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment important aussi de noter que ce genre de pratique sexuelle, le sexe anal, quand c'est pas protégé, c'est vraiment une des pratiques sexuelles les plus à risque en ce qui concerne la transmission d'ITSS comme l'hépatite C ou le VIH. Donc, c'est vraiment important de se protéger quand on a ce genre de pratique sexuelle. Ouais. Moi, j'aime vraiment cette idée reçue. Mais comme toutes les idées reçues. Ouais, non, mais tout le podcast, les idées reçues, je les aime trop parce que je pense que ça démystifie vraiment des idées que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Puis en les lisant, ça me confirme que j'étais pas bizarre, j'étais pas anormale, c'était juste OK. On dirait que moi, en vrai, je suis d'accord avec toi et je pense que j'aurais aussi aimé peut-être que mes parents sachent ça, qu'ils m'en parlent plus tôt, parce qu'en vrai, c'est juste hyper intéressant. D'ailleurs, je te laisse dire l'idée reçue numéro 9. Donc, idée reçue numéro 9, une personne peut avoir des relations sexuelles avec un ou une partenaire de même genre et être hétérosexuel. Ouais. Et ça, c'est fou parce que c'est la première réalité du podcast. Oui. Et même, je peux comprendre que ça soit hyper surprenant pour certains, parce que c'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude d'entendre. Non, vraiment. Mais en fait, l'orientation sexuelle, c'est pas la même chose que les comportements sexuels, donc ça se rapproche un petit peu du mythe d'avant. Et ça veut dire qu'avoir une expérience sexuelle avec quelqu'un du même genre, ça veut pas dire automatiquement que t'es homosexuel. Mais je pense vraiment cette idée reçue, c'est révolutionnaire. Ouais. Genre, pour moi, c'est vraiment révolutionnaire parce que le nombre de fois que je peux entendre des gens avoir des conflits internes sur le fait de « Ah, j'ai couché avec une fille, je suis une fille, je dois être forcément lesbienne ou bisexuelle. Puis là, tu te poses un tas de questions, c'est wow. Puis genre vraiment, c'est fou. Genre vraiment, je pense que ce genre, tu sais, cette réalité, ça peut vraiment aider certaines personnes à se dire, c'est OK, je peux avoir une activité sexuelle avec des personnes, mais être hétérosexuelle. Ouais. Puis en plus, ça, c'est des expériences qui sont hyper importantes, on s'entend, hyper importantes dans le sens où ça fait partie du développement psychosexuel. Ouais, c'est un concept qui est vraiment important à comprendre parce qu'il y a deux aspects vraiment distincts là-dedans. On a par exemple l'attirance sexuelle, ça, c'est ce qui renvoie au sentiment, le désir sexuel d'une personne, voilà. Et sinon, on a les comportements sexuels et ça, c'est vraiment les activités sexuelles de la personne. C'est vraiment deux choses distinctes. Ouais. Il y a aussi un autre concept qui est tout aussi important, c'est l'orientation romantique ou orientation affective. Ça dépend de comment elle s'appelle. Et du coup, ça désigne l'attirance romantique, affective ou émotionnelle que l'on ressent envers certaines personnes. Donc c'est à noter que l'orientation romantique, elle peut ou non coïncider avec l'orientation sexuelle. Voilà. Donc par exemple, une personne peut être attirée sexuellement par plusieurs genres, et romantiquement par un seul. Mais ça renvoie à, dans notre premier podcast, t'avais mentionné la licorne du genre, où il y a aussi le bonhomme gingembre. Ouais. Gingembre. Ouais. Et ça renvoie à l'idée qu'il n'y a rien qui est binaire. Ouais. On est sur un continuum. Tu peux te retrouver n'importe où sur le continuum. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque réalité. En vrai, t'es pas dans une case. Ouais. Et c'est ça. C'est vraiment ça. Personne n'est dans une case. C'est ça. Puis voilà, puis on est libre de faire ce qu'on veut. Exact. On se définit comme on le veut. Exactement. Petite séquence historique. J'adore ces petits moments historiques, c'est trop cool. Pareil. Donc, on revient il y a quelques décennies en arrière pour comprendre d'où est-ce que ça vient toute la lutte pour les droits de la communauté LGBT. La première Gay Pride, elle a lieu en 1970 à New York, un an après les émeutes de Stonewall. Donc, en juin 1969, il y a une descente de police dans le bar gay qui s'appelle Stonewall Inn. Puis ça provoque vraiment une grosse révolte des clients qui vont souvent dans ce bar-là parce que c'est majoritairement une clientèle qui est plutôt homosexuelle ou transgenre. Puis eux sont vraiment tannés des discriminations puis des violences policières qu'ils subissent tout le temps juste parce qu'ils vont dans un bar gay. Donc, il y a vraiment des affrontements qui durent pendant plusieurs jours. Puis ça marque vraiment le début d'un mouvement de lutte pour les droits de la communauté LGBTQ+. Puis oui, la Gay Pride, ça a été
ça a été construit pour vraiment comme étant une marche commémorative qui deviendra par la suite un événement annuel. Ça a inspiré plein d'autres manifestations similaires dans le monde. T'sais, on peut voir la Gay Pride dans d'autres villes du monde, dans d'autres pays. Donc, ça a vraiment été un événement super inspirant pour la communauté LGBT. Et selon le site National Geographic, la lettre L de LGBTQ+, ça fait référence au mot lesbienne. Et ça, c'est le premier terme qui a été utilisé dans l'acronyme. Et le mot lesbianisme, en fait, ça a apparu au XVIIe siècle. Ça a été là pour décrire des relations amoureuses entre les femmes. Et ça a été inspiré d'une poétesse grecque. Donc, c'est une poétesse grecque antique qui s'appelle Sappho. Elle est originaire de l'île de Lesbos et elle a été connue aussi pour ses écrits qui expriment l'amour entre les femmes. C'est super. Ouais, super séquence historique. En description, vous pourrez retrouver des trousses pédagogiques. Donc ça a été fait par le gouvernement français et québécois. Donc, par exemple, il y en a sur comment agir contre les discriminations LGBT-phobes. Et si vous posez des questions ou si vous avez besoin d'aide, il y aura aussi des numéros que vous pouvez contacter ou des sites à aller consulter. Et il y aura également toutes les sources qu'on a utilisées pour faire ce podcast. À savoir qu'il y aura des numéros pour le Québec et pour la France aussi. Ouais. Donc, peu importe où vous êtes, si vous avez des questions, vous avez besoin d'aide, les références sont en bas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Oui. Puis n'hésitez pas à commenter, partager, dire ce que vous pensez en gros sur le podcast. Puis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Ouais. Merci. Bisous.